pourra prendre 15 minutes, ça pourra prendre un peu plus. Vous pourrez peut-être envoyer 1 ou 2 minutes sur le temps de parole des intervenants. À ce moment-là, ce serait une décision, il n'y a pas de dialogue. Donc, le thème que je suis en charge de présenter ici, c'est le dialogue en crise ou la crise du dialogue, avec un point d'interrogation. C'est un thème central, c'est un thème, même s'il concerne ici le droit public, c'est un thème en réalité de théorie du droit. Et vous comprenez donc que de temps à autre, j'allais dire je me lèverai, donc je m'évaderai de temps en temps, n'est-ce pas, vers la théorie du droit pour décliner, n'est-ce pas, ma réflexion. Le dialogue est nécessaire dans toute société, vous le savez, parce que toute société, d'ailleurs, l'histoire est traversée par la violence. C'est la violence qui fait le moteur de l'histoire. Et on en voit encore aujourd'hui, hélas, l'histoire des effets, des guerres par-ci, par-là, en Palestine, en Ukraine, et dernièrement, le dernier conflit, n'est-ce pas, en date, qui est peut-être, qui n'arrive pas encore terminé, mais c'est on dit la guerre entre l'Iran et Israël. C'est parce qu'il n'y a pas eu de dialogue. Et dans le dialogue, on parle, on se parle. Parce que la parole est créatrice. Et le dialogue qui s'opère par la parole est réparateur, il est apaisant. Le cas échéant, c'est-à-dire qu'il apporte la paix, le cas échéant. Donc par le dialogue, on parle. Et on se parle en écoutant, en effet, de résoudre un conflit, en écoutant l'autre, en effet, de dissiper un malentendu. Parce que la plupart des guerres, enfin, de nombreuses guerres, n'est-ce pas, de nos conflits ont souvent, n'est-ce pas, un coupage, un malentendu. Pour dissiper donc un malentendu. Et pour ce faire, il convient nécessairement de mobiliser la parole. Et quand la parole provient de plusieurs lieux, de plusieurs pôles différents d'énonciation, elle est productrice de dialogue, plus ou moins harmonieux selon les cas. Ou alors, et à l'opposé, cette parole est vecteur à la réalité de plusieurs monologues, très souvent divergents. Et en tout état de cause, dans le dialogue ainsi envisagé, il y a, je disais tantôt, il y a le verbe. Le verbe. Toujours. Et donc, si on adhère, comment, voilà, et comme vous, la plupart d'entre vous, n'est-ce pas, à l'eschatologie judéo-chrétienne. L'eschatologie, c'est l'explication première des fins, l'explication des fins premières et dernières du monde, dans la création. C'est ce qu'on appelle l'eschatologie. Et donc, si on adhère à l'eschatologie judéo-chrétienne, agréer cette eschatologie et continuer par la foi musulmane, instituée par le Saint-Coran, parce que vous savez, c'est la même maison, hein, la maison d'Abraham. Hein. Dans cette eschatologie, c'est-à-dire l'explication des fins premières et dernières du monde, qui est agréée par les trois grandes religions monothéistes. On dira donc qu'au commencement de tout était le Verbe. Par lui, tout a été créé. Et dans cette opération créative ou créatrice, la parole de Dieu est prescriptive. C'est-à-dire qu'elle est univoque. Elle est énoncée ex cathedra. Quand il se déploie comme l'Esprit de Dieu dans l'immensité infinie de la création, le Verbe divin n'appelle pas au dialogue. Puisque précisément, le droit divin ainsi envisagé n'est pas dialogique. Dieu prescrit, il crée, il décide. Ce n'est pas une communication. Donc, le droit divin ici n'est pas dialogique. Il ne saurait être christique, c'est-à-dire à l'origine, puisque précisément, il n'y avait rien avant la création, mais il y avait déjà Dieu.
Comme dirait l'autre, il y avait quoi avant? Hein? Il n'y avait rien. Il y avait quoi avant? Mais le droit divin a pu par la suite devenir chrysogène, c'est-à-dire porteur de crise. Puisque ce droit-là, à un moment donné, à partir du moment donné, n'est-ce pas, devait être mis en mouvement, devait être appliqué par les humains, les êtres humains imparfaits que nous sommes. Retenez bien, n'est-ce pas, déjà cette idée d'imperfection. Car dans cette impossibilité du dialogue à ce niveau, c'est-à-dire au niveau de la création divine, cette absence absolue de dialogue dans le droit créatif ne préfigurerait-elle pas finalement déjà le dialogue en crise? Bon, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le débat du moment, puisqu'il ne s'agit pas ici, n'est-ce pas, de discuter, n'est-ce pas, de le caractère absolu, c'est-à-dire incontestable de la parole divine. Mais en revanche, quand le Seigneur Dieu de l'univers, comme on dit, crée l'homme, et c'est là que le découvert commence. Et quand il crée l'homme, et lui dicter ses commandements, ses premiers commandements, relatifs notamment à l'interdiction de manger du fruit de l'arbre que vous connaissez, de l'arbre défendu, après que le premier homme, Adam, ait engagé un dialogue avec Dieu pour lui demander une compagne, c'est-à-dire elle. La Bible dit une compagne, elle ne dit pas une épouse, une compagne. Enfin, passons. Donc, une compagne, il y a déjà, pour le comprendre, une communication, une sorte de communication, un échange, et en ce sens, un dialogue même dans la création du droit divin d'essence judéo-christiano-musulmane. Puisque Adam demande, il parle à Dieu, il parle avec Dieu, et Dieu lui répond favorablement pour accéder à sa demande. Donc c'est un dialogue constructif, c'est un dialogue, n'est-ce pas, futur, de ce point de vue. Et il faut donc dire que c'est ainsi que les choses se sont faites, n'est-ce pas, à l'origine, et se sont développées jusqu'à l'avènement des sociétés humaines complexes. Sociétés qui se sont, au demeurant, et depuis longtemps, émancipées de la tutelle prohibitrice, en même temps que protectrice du verbe divin. Le philosophe allemand Nietzsche avait pu dire déjà à ce propos, Dieu est mort. Nietzsche, Dieu est mort. Bon. Dieu est mort, demandez à Nietzsche. Alors, Nietzsche est mort, demandez à Dieu. C'est pour dire que le créateur a toujours le dernier mot. Mais quand le philosophe Nietzsche et le courant qu'il porte proclament la mort de Dieu, c'est à la vérité une rupture avec Dieu, une rupture de dialogue avec le créateur. Puisque quand on est mort, on ne peut plus, par ailleurs, on ne peut plus dialoguer. Mais Nietzsche est bien mort. Lui est toujours là, en tout cas pour le croyant que je suis. Donc, cette rupture-là émancipative a pour effet de produire et mettre en mouvement un droit de création humaine. Bien, tout ce qui précède pour dire quoi? Pour dire que le droit, ici public, création de l'esprit humain, est pratiquement toujours, et en tout cas formellement, la résultante du fruit, n'est-ce pas, d'un dialogue futile, imparfait, entre les acteurs de la société des hommes, et des femmes également, bien entendu. Dans l'histoire multiséculaire des humains, le droit essaye d'encadrer les rapports de force, à moins qu'il n'en soit pas purement et simplement le produit. Car vous le savez, l'histoire et donc le droit sont toujours écrits par les vainqueurs, par les puissants. Sous ce rapport, ce qu'on range dans les théories pessimistes du droit en général et des relations internationales en particulier soutiennent la théorie de la crise du dialogue,
c'est-à-dire de son absence dans la production, dans la fabrication du droit, notamment public. Cependant que les optimistes, encore appelés volontaristes, défendent l'idée que le dialogue, fut-il imparfait, mais c'est seulement imparfait parce que c'est une création humaine, fut-il limité, existe bel et bien. Que ce dialogue innerve, c'est-à-dire nourrit l'ensemble du processus normatif. Deux thèses s'opposent donc à ce sujet. Comme disait l'autre, Tanga Nord, Tanga Sud, deux mondes, deux destins. Isabeau produit cruel. Vous l'avez lu? Le juriste, n'est-ce pas, doit être un monde littéraire, il faut lire. Deux mondes, deux destins. Donc, nous reprenons la question. Le dialogue en crise ou crise du dialogue pour l'éducation, nous répondons, et c'est l'idée directrice de cette brève communication, nous répondons pas l'un sans l'autre. Parce que donc on aurait pu choisir de répondre en pensant de ce côté ou de l'autre. Mais je dis pas l'un sans l'autre. Car, en raison justement de l'essentielle imperfection, c'est-à-dire de l'imperfection par essence, n'est-ce pas, des humains, le droit procède, c'est-à-dire est issu nécessairement d'un dialogue. C'est toujours imparfait, parce que toujours traversé par la crise. Les sociétés humaines sont toujours traversées par les crises, plus ou moins fortes. Et le processus juridique qui est à la base de l'encadrement de la vie des sociétés est toujours, n'est-ce pas, christique. Sous un rapport global, le dialogue à la source de la production des normes, c'est-à-dire du droit, existe. À ce niveau, le dialogue est synonyme de négociation permanente dans le processus du droit public. Ici, tout en étant, n'est-ce pas, je disais, permanemment en crise. Il s'ensuit inévitablement, j'allais dire immanquablement, irrémédiablement, demain je dirais toujours imparablement, hein, donc le temps qui passe. Il s'ensuit donc inévitablement une crise du dialogue dans le cadre de la mise en mouvement, c'est-à-dire de l'application du droit ainsi imparfaitement produit. Voilà donc, mesdames et messieurs, les deux grandes lignes, les deux grands axes, n'est-ce pas, de cette communication. Dans le premier axe, nous l'avons intitulé « Le dialogue en crise ou la dynamique de la production du droit public ». Ici, l'idée de base que vous devez retenir, c'est que le dialogue est ouvert, en même temps qu'il est complexe. Il est une confrontation constitue des opposés complémentaires, des oppositions complémentaires. D'abord, ce dialogue est permanent. D'abord, nous allons d'abord envisager le dialogue permanent des législateurs producteurs légitimes du droit. Le législateur, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une expression forgée par c'est, il désigne ainsi, n'est-ce pas, tout cela qui contribue à la fabrication du droit. Le législateur, l'administration, par le biais du droit parlementaire, et peut-être le juge. Mais en tout cas, les législateurs dits légitimes, c'est essentiellement le législateur qui soit interne ou international et l'administration opérant par le moyen réglementaire. À ce niveau, le droit est produit, le droit public est produit dans plusieurs lieux, institutionnels différents, internes et externes. La sécurité juridique que postule l'ordre juridique implique que les différents législateurs ou législateurs dits légitimes s'accordent entre eux pour promouvoir et permettre la cohérence et la fluidité de l'ordre juridique global. Donc,
c'est-à-dire que le législateur international, le législateur national et les autres doivent, même s'ils sont souverains, chacun dans son pouvoir, entrer en dialogue, n'est-ce pas, pour permettre, n'est-ce pas, cet échange-là, à l'effet, n'est-ce pas, de parvenir à la sécurité juridique. Parce que c'est l'objectif de la centrale qui doit, en plus, n'est-ce pas, d'encadrer toutes les activités sociales. C'est là le dialogue permanent. En second lieu, dans ce premier axe, nous avons mentionné ce que j'appelle le dialogue intermittent des juges créateurs illégitimes du droit. La question ici, c'est le juge crée-t-il le droit? Bon, c'est un débat, tous les juges le savent, clivant, récurrent. Les positions sont assez tranchées de ce point de vue. Bien, maintenant, en se plaçant dans la posture de ceux qui pensent que le juge contribue également à la création du droit, je n'ai pas dit application, à la création du droit, quoique cette fonction ne lui soit pas formellement affectée par le constituant, d'où son illégitimité, dans l'opération de création du droit, nous reprenons à notre compte, c'est pour par position, l'idée que les juges doivent, au-delà de l'indépendance des ordres juridictionnels respectifs dans lesquels ils travaillent et de la souveraineté des juges dans la diction du droit, c'est-à-dire dans le jugement, les juges, disais, doivent instaurer un dialogue entre eux, le maintenir ce dialogue tout en le développant, Ce dialogue des juges est indispensable également à la sécurité juridique, au droit à la justice dont est titulaire chaque individu. De même, le dialogue des juges est-il d'établissement et d'exercice impératif pour la garantie de l'état de droit dans sa totalité. Voilà donc, messieurs et dames, la réflexion relative à ce premier axe de mon intervention. Second axe, intitulé la crise du dialogue ou la statique de la mise en mouvement du droit public, c'est-à-dire l'application. Ici, le dialogue est bloqué. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'existe pas. Le dialogue est bloqué. Il est donc une confrontation destructrice entre opposés. Nous avons d'abord, de ce point de vue, le refus de la création des normes complexes. C'est-à-dire que, ici, le dialogue est rompu entre les différents producteurs du droit dans leur hiérarchie. Le constituant, par exemple, on commence à l'ordre international, le législateur international établit une constitution. Vous savez tout le processus d'internalisation, n'est-ce pas, de l'ordre international dans l'ordre interne. Maintenant, il peut se trouver que l'État refuse d'engager cette opération internalisante dans son ordre juridique interne. Donc, c'est une manière de rupture du dialogue. De même, le constituant établit, n'est-ce pas, des règles à charge pour le législateur de produire des textes d'application. Là aussi, il arrive d'ailleurs, souvent que le législateur se refuse à le faire, en tout cas, prenne son temps pour se faire. Évidemment, l'exemple le plus probant, s'agissant du Cameroun, relatif à cette abstention d'édicter des normes à l'application de la Constitution, c'est l'article 66 de notre Constitution relatif, cet article, à la déclaration du bien. Donc, c'est une rupture de dialogue. Puisque la Constitution, lui, ne peut pas le faire. Il a donné la charge, n'est-ce pas, aux législateurs de le faire. Maintenant, il y a un peu plus bas le refus ou l'abstention d'édicter des règlements d'application des lois. Le refus, donc, ici, c'est le pouvoir réglementaire qui est en situation négative. À côté de ce refus de création des normes compétitives, il y a ce que j'ai appelé, il y a par la suite, le refus de l'application des normes. À ce stade, le dialogue est rompu entre les administrations publiques d'une part et d'autre part entre les gouvernants et les gouvernés.
Donc il y a donc ce que j'appelle d'abord la crispation institutionnelle, c'est-à-dire administrative du dialogue. Il y a ici d'abord le refus horizontal, c'est-à-dire que plusieurs ministères, plusieurs administrations, plusieurs ministères, en charge d'un secteur d'activité donné, n'est-ce pas, rentrent en conflit, se refusent à prendre les mesures qu'elles doivent prendre chacune dans son compétence, et à ce moment-là, l'activité est bloquée, en tout cas elle est perturbée. Il y a donc rupture du dialogue. Exemple, comment le dire, d'actualité, est donné notamment par la ville de Yaoundé, relativement, n'est-ce pas, pour le ramassage ou le traitement des ordures. Ça veut dire qu'il y a un conflit entre le ministère du Balis, le ministère du Balis, le ministère de la Ville, donc dans le ministère de la décentralisation, du pouvoir local, et même, d'une certaine manière, le ministère de l'administration territoriale relativement au maintien de l'ordre public. Donc il y a cette rupture du dialogue entre ces administrations. Donc c'est ce que j'appelle la rupture, n'est-ce pas, institutionnelle publique, elle est horizontale. Maintenant, il y a le refus vertical. Et ce refus vertical met en situation des acteurs de la tutelle et ceux sous tutelle. Par exemple, donc, le prophète et les maires. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, sur cet exemple, il se trouve que des maires refusent, n'est-ce pas, d'obtempérer aux prescriptions de l'orientation du prophète en disant, c'est l'argument qui est avancé, ce qui n'est pas faux, que le maire n'est pas le supérieur hiérarchique, n'est-ce pas, que le préfet n'est pas le supérieur hiérarchique du maire. Alors que l'organisation administrative territoriale et administrative Cameroun, n'est-ce pas, les mettre en dialogue pour précisément faire tourner les choses pour qu'elles se fassent dans l'idée, dans le fait qu'il n'y a pas un État dans l'État, dans la décentralisation, dans cette fluidité doit exister. Mais il y a une crispation. Maintenant, il y a, pour commencer à sortir, ce que j'ai appelé la crispation politique du dialogue. Ici, il y a, en vérité, on est face à ce qu'on pourrait appeler la crise de légitimité, pas l'égalité, de légitimité des normes. Ici, les citoyens qui sont même pas les administrés, qui sont évidemment les destinataires principaux, n'est-ce pas, du droit public, contestent les normes, les contestent dans leur fondement, ce qui constitue pour eux une sorte de résistance à la brutalité ou à l'illégitimité des gouvernants. Et pour être plus complet encore, et en sortant de cette exposé, il faut évoquer ce que j'appelle la crispation transversale du dialogue. Ça renvoie. C'est la rupture du dialogue dans le cadre du processus juridictionnel. Et ça, c'est le plus grave encore. D'abord, entre l'exécutif et l'administration, qui refusent de mettre en œuvre des décisions de justice qui l'embarrassent. C'est courant, n'est-ce pas, dans notre univers juridique. En second lieu, crispation transversale du dialogue en rapport avec le juge lui-même, qui refuse parfois de dire le droit à partir de considérations politiques, voire politiciennes. Donc il y a cette crispation transversale du dialogue. C'est la crise du dialogue la plus grave et la plus inquiétante du point de vue de l'établissement et du développement de l'état de droit au Cameroun notamment. C'est même une rupture avec l'état de droit. Je m'en vais également opérer une rupture avec vous pour retrouver ma Fadima Tunaël, la belle gazelle du désert, du Sahel qui est là. Parce que si j'avais dit Isabelle, bon, ça ne donne pas. Car elle est actuellement à Guidère et fortement convoitée par un fier guerrier du désert qui s'appelle Abdul Nasser. Après le passage d'un grand maître. Mais le disciple ne peut s'affirmer que parce qu'il se crée un chemin au milieu des érudits. C'est ce qu'a eu à faire
le Premier ministre israélien, il y a quelques jours, pour attirer l'attention des États-Unis en ces termes, je cite, « L'Iran veut détruire jusqu'au dernier d'entre nous. » Et la réaction des États-Unis ne s'est pas fait attendre et résonne encore dans nos esprits comme la cerise sur le pompon. Elle rejoint en fait l'affirmation d'Edmund Freud, d'après laquelle nous sommes nous-mêmes, comme les hommes originaires, une bande de meurtriers. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, la guerre détruit tout sur son passage et efface même ce que l'homme a de plus précieux, sa dignité. Pourtant, comme l'avait affirmé Gandhi, aucun problème ne se résout par l'usage de la violence, sans être constitutif d'une atteinte à l'essence même de l'homme. C'est ce tableau qui est dépeint dans les champs de bataille où les belligérants préfèrent le discours de la guerre à celui de la paix. D'ailleurs, la guerre n'est plus seulement aujourd'hui un affrontement d'hommes dans les tranchées. Elle a innové par une confrontation où l'intelligence artificielle a amplifié la létalité à travers les commandes à distance. Son bruit ne sème plus uniquement la peur au passage des coups de botte et de canon. Ce bruit est devenu plus subtil et crée une véritable psychose dans la mesure où l'on ne sait à quel moment le combattant va choisir de presser sur un bouton pour que les nouveaux anges de la mort, que sont entre autres les drones, suppriment la vie à leur passage. Tous ces moyens que les États utilisent pour imposer leurs lois conduisent à penser que toute approche juridique de protection des individus ne produit plus les effets escomptés. Pourtant, le droit international continue à valoriser le dialogue dans la résolution des conflits. Le mot dialogue vient du latin dialogus, qui signifie entretien, discussion ou concertation entre deux ou plusieurs personnes. Présent dans tous les domaines de la vie, il est essentiel et vise, dans le cadre du droit international, la prévention et la résolution des conflits. C'est pour cette raison qu'une fois que la guerre a éclaté, l'Organisation des Nations Unies est appelée à inviter les belligérants à recourir au dialogue en vue de la résolution des conflits. Il faut noter que pareille résolution ne date pas d'aujourd'hui. Déjà au XVIIe siècle, de nombreuses tentatives de restriction de l'usage de la force ont justifié la légitimation de la guerre juste. Mais les motifs et les finalités de telles réglementations n'avaient pas réussi à réduire l'ampleur des pertes en vies humaines et les destructions matérielles. C'est pour cette raison qu'on va assister à partir du XIXe siècle, d'une part à l'établissement des règles d'humanité et des moyens de combat, et d'autre part à la limitation de l'usage de la force en cas de conflit armé suivi. Les efforts des Nations Unies dans ce sens ont conduit à trouver des alternatives au dialogue des armes dans les conflits. C'est ce dialogue que claironnent de plus en plus aujourd'hui de nombreux chefs d'État et de gouvernement, des organisations internationales, des organisations régionales et même des organisations non gouvernementales face aux dégâts effroyables de la guerre. S'il est vrai que certains dirigeants politiques considèrent la destruction d'autres entités territoriales comme un objectif à atteindre et sollicitent même des aides dans le cadre des dites destructions, d'autres reviennent à l'affirmation de Churchill, d'après laquelle, je cite, « To joy is always better than to war. » Ce sont donc ces positions divergentes qui conduisent, dans le cadre de cette communication,
à rechercher la place du dialogue dans la résolution des conflits armés en droit international. L'hypothèse retenue est celle d'une place ambiguë. Il est vrai que l'interdiction générale de recourir à la force armée par la Charte des Nations Unies et entérinée par de nombreux accords, aussi bien bilatéraux que multilatéraux, et même par la jurisprudence internationale, démontre que la revendication d'un droit ne suffit plus à légitimer de nos jours la force armée. Mais les événements récents des 18, 19 et 21 juin dans le conflit irano-israélien présentent la préférence de certains États d'user du droit de la force au détriment de la force du droit. Dès lors, malgré l'exaltation du dialogue dans la résolution des conflits, cet outil demeure émoussé. En ce qui concerne la place du dialogue, celui-ci est stimulé par deux discours, le discours des textes et le discours des acteurs politiques. En ce qui concerne le discours des textes, celui-ci soumet les États à un ensemble d'obligations qu'ils sont tenus de respecter dans leurs relations mutuelles. Tel est le cas de l'obligation de résoudre les différends par des moyens pacifiques. Cette obligation trouve son fondement dans la Convention de la Haye de 1907 pour le règlement des conflits internationaux. Son article 1er dispose qu'en vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les États, les puissances contractantes conviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique. Plusieurs autres textes viennent condamner le recours à la force armée comme moyen de résolution des conflits. Tel est le cas du pacte Briand-Kellogg, signé en 1928, mais dont l'efficacité n'a pas permis d'empêcher le second conflit mondial. Ensuite, nous pouvons noter la Charte des Nations Unies, qui est le texte qui exalte véritablement le dialogue à travers l'obligation pour les États de régler leurs différends par des moyens pacifiques, que sont la négociation, les bons offices, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire et également à travers des accords selon le choix des États. Ces moyens sont prescrits également dans la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Par ailleurs, dans le continent africain, l'on note aussi l'existence de la Charte de l'Union africaine qui fait du règlement pacifique un fondement de la protection des droits de l'homme et interdit ainsi aux États membres de recourir ou alors de menacer de recourir à l'usage de la force entre les dits membres. Ce discours textuel s'accompagne du discours des acteurs qui interviennent dans le règlement des conflits. Pour ce qui est de ce second discours, il est l'œuvre d'acteurs variés que l'on peut regrouper en deux catégories. Nous avons d'une part les acteurs politiques et d'autre part les acteurs juridictionnels. En ce qui concerne les acteurs politiques, ils font appel aux moyens préalablement établis par l'article 33 de la Charte des Nations Unies que nous avons évoqué. Ces moyens permettent soit une rencontre directe entre les parties qui décident de s'asseoir sur une table pour régler eux-mêmes leurs différends, ou alors ils décident par le biais d'un intermédiaire qui peut être un facilitateur, un médiateur ou alors un conciliateur qui les rapproche afin qu'ils puissent trouver une solution à leurs différends. Il faut noter que l'on peut voir dans ce sens de nombreuses entreprises de médiation, de conciliation qui ont permis à certains de pouvoir résoudre leurs conflits. On peut noter la médiation de l'Égypte dans l'affaire de la prise d'otage du personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran. Et il faut également noter dans ce cadre que l'Égypte
a également joué le rôle de conciliateur, toujours dans le conflit opposant ces deux États, et cela a abouti à un accord, l'accord d'Alger de 1981. Dans le cadre africain, l'Union africaine a également désigné des acteurs politiques comme médiateurs dans de nombreux conflits. On peut prendre quelques exemples. On peut prendre l'exemple du président togolais, Faure Gnassingbé, dans le conflit en République démocratique du Congo, également dans le conflit qui a opposé le Cameroun au Nigeria. Pour ce qui est des acteurs juridictionnels, il faut noter que ceux-ci n'interviennent que lorsque les premiers moyens ont échoué. On retrouve donc là soit l'arbitre, soit le juge judiciaire. S'il est vrai que la décision qu'ils rendent est revêtue d'un caractère obligatoire, il faut toujours le consentement des parties. Il faut donc noter que jusqu'à ce jour, il n'existe pas toujours en droit international de recours obligatoire à un mode de règlement différent, au sens où il s'imposerait à un État qui n'y a pas consenti, indépendamment des actes qu'il a eu à poser, même s'ils sont d'une gravité constitutive de violation de normes de jusqu'au-génisme. C'est ce qui aboutit donc à l'altération du dialogue dans la résolution des conflits armés. Une place émoussée. Émoussée dans la mesure où les États gardent la liberté de recourir ou non au dialogue. Également affadie du fait de l'usage abusif du principe de nécessité militaire. En ce qui concerne la liberté des États, il faut noter que l'État est le sujet originaire du droit international. Il se caractérise par la souveraineté. Et celle-ci renvoie à sa qualité de n'être obligé par rien, si ce n'est que par sa propre volonté. C'est ainsi qu'il peut donc décider de recourir au dialogue ou non. Il faut noter que cette liberté de choix de l'État peut connaître des restrictions. Tel est le cas de la preuve qui est prévue par l'article 33 de la Charte des Nations Unies. Malheureusement, les États ne respectent pas toujours les principes qui sont posés par le droit international. Et ils usent de manière abusive du principe de nécessité militaire. Il s'agit d'un principe qui peut justifier les violences et destructions licites conformément à la définition des objectifs militaires. Seulement, dans la plupart des interventions de ces derniers jours, l'usage de ce principe-là laisse apparaître des destructions quasi inutiles, disproportionnées et indiscriminées. Ces attaques participent à la dégradation du droit international. Ce qui nous amène donc à nous poser la question de savoir de quel droit international parle-t-on. Est-ce qu'il existe-t-il encore véritablement dans le domaine du recours à la force? S'il est vrai que certains États utilisent leur position stratégique pour pouvoir s'imposer sur les autres. Et d'ailleurs, il faut noter que les membres du Conseil de sécurité s'imposent et aucune loi, dans le cadre du droit international, ils sont au-dessus des dites lois. Et c'est la raison pour laquelle, au regard du droit de veto dont ils disposent, et du fait que leurs actes sont protégés par l'institution, ils transforment leur force en droit et l'obéissance en devoir. Le droit international attend donc désormais, comme l'a affirmé la doctrine, le chemin de la caducité. Je vous remercie. Merci. D'abord quelques mots enfin d'estime et de cordialité à votre endroit et à l'endroit des companélistes. Je voudrais également dire des remerciements aux organisateurs de ces journées d'études qui ont bien voulu m'associer, donner l'opportunité d'apporter une contribution à ces réflexions scientifiques sur le dialogue en droit public. Alors, compte tenu de ma spécialisation, qui est le droit privé, j'ai proposé de m'intéresser à un sujet qui s'inscrira dans une perspective un peu plus générale du droit, à savoir la théorie générale du droit.
puisque le droit public, c'est d'abord le droit. Et le droit, c'est aussi et surtout la théorie générale. Alors, ma communication est intitulée « Le dialogue est source du droit au Cameroun ». Il importe, de prime abord, de fixer l'auditoire sur les vocables qui constituent l'essentiel de cette communication. Il s'agit notamment du dialogue, d'une part, et d'autre part, des sources du droit. Le dialogue exprime l'idée, le docteur Nicolas relevait tout à l'heure, l'idée d'un entretien, l'idée d'un échange entre deux ou plusieurs sujets ou acteurs. On peut y voir l'idée d'une interaction entre les entités concernées. Dans le cadre de ma communication, ces entités sont les sources du droit camerounais. La notion de source sera entendue dans son sens formel. Il faut cependant relever que les sources formelles reçoivent elles aussi en droit une double définition. Dans la première acception, elles s'opposent aux sources dépourvues d'expression textuelle. Mais la notion peut également être appréhendée de manière plus large. Et dans cette acception, seconde acception, elle recouvre l'ensemble des fondements juridiques par opposition aux sources réelles. Et c'est dans cette acception que je vais entendre les sources du droit. Le droit camerounais, de par son origine, ou bien de par son héritage historique, s'abreuve à plusieurs sources. On a d'un côté les sources dites modernes, constituées du lait colonial, à savoir les sources d'inspiration romano-germanique et celles d'inspiration anglo-saxonne. D'un autre côté, on a la coutume qui est constituée par les usages, les pratiques constantes et répétées, acceptées par nos différentes sociétés comme étant juridiquement obligatoires. Donc, ces deux emplois camerounais un juridisme. D'un côté le droit moderne, de l'autre côté le droit traditionnel. Voire un plurijuridisme, parce qu'on est en présence de plusieurs sources du droit. Et ce multijuridisme justifie l'intérêt d'une réflexion sur la manière dont ces différentes sources s'articulent entre elles. Comment est-ce que ces différentes sources s'articulent entre elles? Et le dialogue des sources fait référence ici à l'interaction et à l'influence mutuelle entre les différentes sources du droit au Cameroun. Nous partons pour cela d'un postulat qui est tiré d'un proverbe africain, selon lequel le véritable dialogue suppose la reconnaissance de l'autre, à la fois dans son entité et dans son altérité. On répondra à cette question en distinguant, selon que les rapports concernent les droits modernes entre eux, c'est-à-dire le droit anglo-saxon et le droit romano-germanique, ou selon que ces rapports concernent le droit moderne et le droit coutumier. Donc, à l'observation de l'arsenal juridique camerounais, on se laisse fasciner, on observe qu'il y a en même temps un leurre d'un dialogue empreint d'un esprit d'égalité entre les sources modernes. Et de l'autre côté, on peut déclarer le malheur d'un dialogue peint d'un esprit de condescendance entre le droit moderne et le droit traditionnel. Donc, premièrement, donc, le leurre d'un dialogue empreint d'un esprit d'égalité entre les sources du droit romano-germanique et celles du droit anglo-saxon. L'esprit d'égalité entre ces deux sources du droit est fortement ancré dans notre droit, notamment dans les dispositions textuelles, par une certaine promotion textuelle de l'égalité entre ces deux sources. Au sommet
de ces dispositions, nous avons la Constitution qui proclame l'égalité entre la langue anglaise et la langue française. Et nous déduisons à partir de cette égalité proclamée par la Constitution une sorte d'égalisation, une sorte de promotion d'égalité dans l'inspiration de notre droit. Puisque la langue, les deux langues qui sont désormais égales, véhiculent chacune une culture juridique, chacune une manière de penser le droit. Donc en affirmant l'égalité, le constituant camerounais semble également affirmer l'égalité d'inspiration de notre droit. Mais cette égalité promue dans les deux langues n'est pas toujours suivie, puisqu'il y a des résistances pratiques à l'esprit de cette égalité. Les résistances pratiques à l'esprit de l'égalité promue par les textes s'observent d'abord à travers l'insuffisance des techniques de dialogue promues par notre droit, et ce qui appelle à s'intéresser au mérite des techniques de dialogue à promouvoir. Les insuffisances des techniques jusque-là promues. Il y a deux techniques qui sont souvent deux techniques promues par le législateur camerounais, ou bien par le législateur camerounais. Nous avons d'un côté la technique de la traduction et de l'autre côté la technique de l'interprétation. Malgré la promotion de l'égalité dans l'inspiration du droit camerounais, on note une résistance à l'implémentation de cette égalité dans la production des normes. La traduction consiste à rédiger d'abord un texte dans une langue et à en chercher l'équivalent ou en transmettant, à transposer ce texte écrit dans notre langue. Et c'est une des techniques promues en droit camerounais. Traduction qui est souvent faite par les services des traducteurs de l'Assemblée nationale ou celle du ministère de la Justice. L'autre technique promue qui s'avère également insuffisante, c'est celle de l'interprétation, qui s'entend comme l'action d'expliquer et de chercher à rendre compréhensible ce qui est dense, ce qui est compliqué, ambigu. Elle passe généralement par la voie des circulaires ou des réponses administratives apportées, qui apportent les précisions nécessaires à un texte. Ces deux techniques présentent, je l'ai dit, des limites et ne permettent pas un véritable dialogue entre les sources. On a l'impression d'un monologue. C'est-à-dire on rédige un texte dans une seule langue et on traduit ou interprète dans l'autre langue. D'où la nécessité d'inviter à des techniques à promouvoir dont les mérites nécessitent d'être présentés. Les mérites des techniques à promouvoir. D'abord, quelles sont ces techniques? Il y a la première technique qui est celle de guide de rédaction législative qui constitue un ensemble structuré de règles de rédaction et qui répond à une double préoccupation d'uniformisation des techniques et d'amélioration de la qualité de la législation. Cette pratique permet de pallier aux diversités de styles législatifs et de favoriser par conséquent l'intelligibilité de la loi. La deuxième technique est celle de la co-rédaction, qui consiste, au lieu d'écrire d'abord un texte dans une des langues et traduire ensuite dans l'autre langue, de promouvoir une rédaction d'ensemble, c'est-à-dire mettre sur la table des juristes avec les termes d'inspiration romano-germanique et ceux d'inspiration anglo-saxon qui vont penser le texte ensemble et pour chaque point relever la version qui présente la meilleure solution à tel ou tel problème. Et procéder par la suite à la transcription dans telle ou telle langue selon le système qu'on aura arrêté par rapport à telle ou telle question. Ce qui va promouvoir un dialogue dans la production des normes. Et le Cameroun a expérimenté
cette technique de corrélation, notamment avec le code de procédure pénale, qui est l'un des textes qui fait moins de difficultés en ce qui concerne, moins de difficultés en ce qui concerne son application, aussi bien dans la partie francophone que dans la partie anglophone. Donc c'est une technique à promouvoir. Deuxième point, dans les rapports entre le droit écrit, les sources du droit d'inspiration droit écrit, et les sources d'inspiration droit traditionnel, je l'ai relevé, il y a comme un malheur d'un dialogue empreint d'un esprit de condescendance. Dans le dialogue entre le droit issu des sources dites modernes et le droit issu des sources traditionnelles, il s'installe un rapport empreint de condescendance au détriment du droit traditionnel et au profit du droit écrit qui s'appelle. L'effritement du droit, des sources du droit traditionnel. Cet effritement s'observe d'abord par la désintégration originelle de la coutume. Avec l'arrivée des puissances coloniales, on a assisté à une désintégration de la coutume. D'abord, la coutume a été reléguée à un rôle subsidiaire. Elle ne s'applique que dans des situations où il n'a pas été légiféré. Le législateur, où il n'y a pas de droit écrit. Dans cette place secondaire, relève la coutume à une position de source qui doit compléter plutôt, combler les lacunes, les silences du droit écrit. En outre, on assiste également à un placement de la coutume sous la tutelle du droit moderne. L'application de la coutume est conditionnée par sa conformité au droit moderne, qui généralement l'habilite et qui parfois l'habilite. Ceci s'observe aussi bien dans le droit, dans la partie francophone comme dans la partie anglophone. La partie anglophone, la base textuelle, c'est la South Cameroon High Court de 1954. Et dans la partie francophone, la base de l'application de ces dispositions coutumières, c'est le décret du 19 décembre 1969. Dernier point, l'affermissement des sources du droit moderne. Pendant que le droit issu des sources du droit traditionnel connaissent un effritement, les sources issues du droit moderne connaissent un affermissement. Les sources écrites s'affermissent par la substitution aux règles coutumières, par sa substitution aux règles coutumières qui sont de plus en plus codifiées. Donc on assiste de plus en plus à la codification des sources coutumières, ce qui apporte et qui fait densifier davantage le contenu du droit écrit. On notera également l'affermissement des sources du droit moderne par l'affirmation et la densification du principe de l'égalité. En droit public, dans beaucoup de matières, on évoque les questions de l'égalité. Et généralement, lorsqu'on évoque cette question d'égalité, l'égalité renvoie généralement à ce qui est légiféré. Or, nous enseignons tous au niveau 1 que la coutume est source du droit. Et en faveur de cette tendance à affirmer le droit moderne, on avance la sécurité, l'idée d'uniformisation du droit. Mais n'oublions pas que dans un contexte de multi-juridique, il faut une bonne cohésion, il faut un dialogue entre les différentes sources du droit. Merci. En guise de propriété, remercier le doyen et madame la chef de département pour l'organisation de ces agapes scientifiques. Vous savez, l'enseignant-chercheur se nourrit beaucoup plus
de la recherche, mais aussi des colloques, des séminaires et des rencontres comme celle-ci. Vous comprenez pourquoi ce matin, la salle a été à l'image de la toute première manifestation scientifique organisée par l'université de Garoua, par votre canal. Cela étant dit, monsieur le doyen, je voudrais entrer par là où mon prédécesseur est sorti. Je voudrais présenter ma communication sur un sujet fort évocateur, la réserve de loi coutumière dans le constitutionnalisme africain. À voir le sujet, on se posera la question de savoir de quoi il s'agit. En réalité, il s'agit du dialogue. Mais le dialogue peut se percevoir à deux niveaux. Il y a le dialogue suscité et il y a le dialogue prescrit. Je serai dans la seconde phase, dans la phase du dialogue prescrit. Parlant de la réserve de loi, en réalité, ce n'est que les compétences que le peuple, appelé ici constituant, a assignées aux législateurs. Et ces compétences sont irréductibles, c'est-à-dire que le législateur a l'obligation de pouvoir édicter des normes dans ce domaine sous réserve d'être censuré, parce qu'on censure aussi le législateur. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Alors la réserve de loi coutumière renvoie donc tout simplement à cette obligation faite au législateur de pouvoir édicter des normes coutumières. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, et mon prédécesseur tout à l'heure a évoqué, mais je vais prendre son contre-pied, Vox Populi, Vox Dei. C'est le peuple qui fait la constitution. C'est le peuple qui est constituant. Et le peuple énonce dans la Constitution qu'elle reconnaît la coutume, qu'elle admet la coutume. Et cette admission va dans le sens de ce que jadis un historien, un célèbre historien africain avait rappelé dans son ouvrage « L'Afrique tiers est encore une donnée contemporaine. Elle n'est ni passée, ni à certains égards dépassée. » Il s'agit là de la citation de Joseph Kizerbo dans son ouvrage « Histoire noire ». Si je donne cette citation, c'est parce qu'en réalité, en Afrique, qui est le cadre de mon étude, il y a une cohabitation des normes juridiques. Et cette cohabitation des normes juridiques, c'est le constituant qui l'a voulu. Et une analyse critique de la plupart des constitutions africaines, des jurisprudences constitutionnelles et même ordinaires, ainsi que des pratiques constitutionnelles, nous fait constater qu'il y a une caractéristique qui se dégage de la réserve de loi coutumière. Cette caractéristique, c'est quoi? C'est le contraste, je dirais un certain contraste, à défaut d'un contraste certain, qui s'observe dans la réserve de loi coutumière. Et ce contraste se traduit par la prescription d'un dialogue par le constituant. Et cette prescription, on peut l'évoquer à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que le dialogue fait l'objet d'un encadrement. Et le dialogue également recadré. Vous comprenez que ce sont les deux mouvements de mon intervention. Un dialogue encadré
Pourquoi le dialogue est encadré? Tout simplement parce que le constituant a prescrit, premièrement, l'admission d'un dialogue à sens unique. Et secondo, la sécrétion d'un dialogue par dose homéopathique. La sécrétion d'un dialogue à sens unique. C'est ce que tout à l'heure, mon prédécesseur qualifiait de l'émoussement de la norme coutumière. Non, en réalité, la norme coutumière n'est pas émoussée. C'est le constituant qui a décidé que cela devrait être comme ça. Si on prend juste un exemple, l'exemple du Cameroun, en l'article 1er alinéa 2, le constituant dispose que la République connaît et protège les valeurs traditionnelles conformes à la loi. Ça veut dire que toutes les valeurs traditionnelles qui seront contraires à la loi, la République ne connaît pas, la République ne protège pas. Lorsqu'on va chez le constituant togolais, il énonce la même chose en disant que l'État reconnaît les us et coutumes conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il en va de même du constituant ivoirien, pour ne citer que ces quelques cas. En Côte d'Ivoire, dans le domaine de la loi, sont du domaine de la loi les règles qui concourent à la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution. Donc, au fond, le constituant prescrit au législateur de pouvoir déterminer le contenu de la norme coutumière. Ça veut dire que le constituant admet qu'il y a une norme coutumière. C'est la raison pour laquelle je parlais de la sécrétion d'un dialogue par dose homéopathique. Qu'est-ce que le législateur va faire à la suite du constituant? Le législateur ne pourra pas légiférer ou codifier tout le droit coutumier, parce qu'il y a une réalité qui est patente, c'est que la coutume, c'est d'abord le fait, la pratique d'une communauté. Et quand on connaît la représentation identitaire des États en Afrique, elle est multi-ethnique, multi-tribale. Et donc à partir de là, le législateur va donc évoluer par dose homéopathique. Va d'abord commencer par encadrer les faits d'état civil. Et parlant de faits d'état civil, si nous prenons le cas camerounais, avec la loi de 2023, il est prescrit que tout mariage coutumier devra faire l'objet de transcription pour être reconnu comme mariage. Ça veut dire que le législateur a déjà indiqué la coutume en matière de mariage. Quand on sait que dans la pratique, très souvent, lorsqu'on dit que c'est le Téga, on a beaucoup de Téga et puis les choses se sont faites. Le législateur dit que si vous ne transcrivez pas, votre mariage ne sera pas considéré comme mariage au sens du droit camerounais, pas au sens du droit écrit, au sens du droit camerounais. Une autre chose également, si nous regardons le côté des chefferies, aujourd'hui, le législateur a été habilité par le constituant à déterminer le régime des chefferies traditionnelles. Chez nous, au Cameroun, le constituant n'a rien dit. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore le décret de 77 qui régit les chefferies traditionnelles. Or, ailleurs, que ce soit au Congo, en Centrafrique, au Tchad, au Togo, en Côte d'Ivoire et même en Afrique du Sud, le régime des chefferies traditionnelles est déterminé par le législateur. Et à l'intérieur, le législateur détermine ce qu'il entend par garant des us et coutumes. Parce que le législateur, à la suite du constituant, fait du chef traditionnel le garant des us et coutumes. Dans certains États,
auquel je viens de faire allusion, il y a le garant des us et coutumes au niveau local et il y a un garant des us et coutumes au niveau national. Au niveau national, ce garant prend le nom généralement de Conseil national des rois et des chefs traditionnels, ça c'est l'exemple de la Côte d'Ivoire, ou du Haut Conseil des chefs traditionnels, ou encore du Conseil des rois et des chefs traditionnels comme au Tchad et en République centrafricaine. Donc ça veut dire que ici, le législateur prend le soin de pouvoir légiférer tout en permettant à la norme coutumière de pouvoir s'épanouir. Lorsqu'il évolue, il prend le cas également de la décentralisation. Aujourd'hui, nous savons, à travers les articles 55 à 62 de notre Constitution, que le Constitution fait obligation au législateur de pouvoir dégager les chefs traditionnels comme étant les dépositaires de l'autorité morale. Même si on regarde le fait qu'on voudrait voir cela au niveau national, notre législateur a confiné cela au niveau régional en créant le commandement traditionnel au sein des régions. Je profite de l'occasion pour faire un coucou à une conseillère régionale qui est parmi nous. Suivez mon regard. Alors, au-delà de la décentralisation, il y a également en matière d'environnement, où le législateur énonce clairement que lorsqu'on est dans un terroir donné et qu'il n'y a pas de norme écrite expresse, la norme coutumière s'applique comme étant le droit. Vous voyez qu'à ce niveau, il y a une sorte de dialogue à sens unique avec une sécrétion par dose et homéopathique. Mais ce dialogue à sens unique, couronné de cette sécrétion, va contraster un tout petit peu avec un certain nombre de réalités. La première réalité, c'est que le législateur est impuissant à contrôler les autres prises de la coutume. Ensuite, les orientations jurisprudentielles qui sont déclinées par les juges constitutionnels et les juges ordinaires en matière coutumière nous font comprendre que la coutume est bel et bien une norme qui cohabite avec la norme écrite. Alors, l'impuissance vient de quoi? Du fait que l'on a donné la possibilité aux communautés de pouvoir appliquer leurs droits coutumiers. Au Tchad, par exemple, les coutumes ne s'appliquent qu'entre membres d'une communauté. Que ce soit la coutume en termes de mariage, que ce soit la coutume en termes, on va dire comme ça, en termes d'état civil, ça s'applique entre communautés. Ce qui fait qu'à ce niveau, le législateur est impuissant de venir contrôler la mise en œuvre, la faisabilité des règles coutumières d'une communauté. Et ceci crée quoi? Ceci crée une sorte d'une dialectique imparfaite entre ce que la norme coutumière appelle sujet de droit et que le droit écrit va appeler citoyen. Nous sommes tous membres d'une communauté, à un titre ou à un autre. Le législateur dit que toute norme coutumière qui sera contraire à la loi ne sera pas appliquée. Et le modérateur dit qu'il ne reste que 2 minutes. Merci beaucoup, monsieur le président. Je tiens compte de cela. Et dans un terroir donné, il y a une norme qui est beaucoup plus claire que la norme écrite. C'est la norme coutumière. Pour que le juge se saisisse d'une question, il faudrait que le citoyen se plaigne d'une pratique coutumière qui est contraire à la loi. Et le citoyen qui est un sujet dans une communauté donnée se dit, si je saisis le juge pour dénoncer un tel fait, quelle serait la sanction? La sanction au niveau communautaire peut aller même jusqu'au bannissement. Alors il a peur du bannissement que de se faire entendre raison par le juge. Donc il y a ce fait que le législateur ne peut véritablement pas contrôler. Un autre fait également, c'est la jurisprudence aujourd'hui qui est à géométrie variable.
dans certains États, le juge constitutionnel, comme en Afrique du Sud, reconnaît que les questions de coutume sont des questions éminemment constitutionnelles. Au Bénin, par exemple, dans une zone Latakora, le roi de Latakora a été attaqué devant le juge constitutionnel parce qu'il demandait une taxe de 500 francs et des ignames auprès de ses sujets. Cette affaire a été portée devant le juge constitutionnel de Limois, qui a dit que tant que ces contributions sont volontaires, ce n'est pas contraire à la Constitution. Or, lorsqu'on rentre au Cameroun, depuis 1974, 64 plus exactement, notre juge ordinaire dit que la coutume est évolutive et que cette coutume doit s'adapter aux réalités du temps. Vous comprenez qu'à un moment donné, le souci du juge, c'est de véritablement s'adapter au droit écrit. Et le souci d'autres juges, c'est toujours de garder l'identité de la communauté à travers la norme coutumière. Ça fait que finalement, on se pose la question, et je vais sortir par là, la sagesse recommande, au nom de l'unité de la cohésion nationale, de créer un droit nouveau, former des coutumes locales et admettant sur les matières les plus délicates, aux exigences les plus irréductibles, une faculté d'option entre les deux règles, à savoir la norme coutumière et la norme écrite. Je vous remercie. Merci de votre présentation. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme.